comme outil pour optimiser le suivi de consignes en sécurité et en qualité. Depuis plus d'un siècle, nous croyons savoir comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne notre cerveau. Et plus précisément, nous sommes persuadés de savoir comment l'être humain, comment nous décidons face à une consigne. Et en fait, nous nous trompons lourdement depuis plus d'un siècle. Et cela devrait sérieusement impacter notre façon d'envisager la communication aujourd'hui, la communication de consignes de sécurité ou de consignes de qualité. Pour commencer, j'aimerais vous raconter deux petites histoires vraies, que j'ai vécues lors d'études terrain sur les sites de deux grands groupes industriels. En exergue, je tiens vraiment à préciser que ces deux structures ont un niveau de culture de sécurité d'un très bon niveau, vraiment. Et d'autre part, que leurs collaborateurs sont correctement informés et formés aux consignes de sécurité. Je me trouve dans l'atelier fonderie d'un industriel dans l'aéronautique. Et donc, je suis chez les hommes du feu, donc, en quelque sorte. Et ce matin-là, il est un petit peu particulier. Nous sommes, dans cet atelier fonderie, sur une séquence nettoyage des fours. Et en l'occurrence, nettoyage des 4 fours gigantesques dans l'atelier en question. C'est une séquence qui est mensuelle. Et c'est une séquence surtout qui est relativement dangereuse, car il s'agit ici de curer les fours en question, ce qui va produire inévitablement des poussières et des particules qui ne sont pas forcément bonnes pour l'organisme humain. Et donc tout le monde, moi y compris, comme vous voyez à l'image, nous sommes en combinaison, en EPI, combinaison intégrale et masque pour ma part, et nous avons deux opérateurs, j'avais 2 opérateurs avec moi ce jour-là, qui eux en plus ont leur masque à oxygène. Et durant l'opération, nous voyons un homme qui arrive sur la passerelle, qui nous rejoint, en costume cravate, et il se dirige vers les 2 opérateurs, pour leur serrer le coude à travers leur combinaison. Et puis, il fait mine de repartir. Il repasse devant moi, donc, et je lui demande s'il n'est pas inquiet pour sa santé, là, tout de même. Il me répond, bien sûr, qu'il connaît la consigne de sécurité, qu'il était au courant qu'aujourd'hui, il y avait cette séquence de nettoyage des fours, mais il revient de vacances et il tenait à saluer ses amis, à leur dire bonjour. Et il continue son chemin, il s'éloigne de moi en me disant « Mais attention, j'ai quand même mes chaussures de sécurité. » Ok. Je suis maintenant avec la responsable sécurité d'un autre site industriel, et plus précisément dans les locaux administratifs de ce site. Et nous sommes dans la cage escalier de ce local administratif et nous apprêtons à descendre. Je suis mon guide, ma responsable sécurité. On s'approche de la rampe d'escalier au niveau du palier et inévitablement, bien entendu, je vois le fameux petit sticker obligation de tenir la rampe qui est en amont de ce que vous voyez là, qui est vraiment en début de rampe. Je suis donc dans l'escalier, ma responsable sécurité, et à mon grand étonnement, je vois qu'elle ne tient pas la rampe, qu'elle ne tient pas la main courante. Je ne peux pas m'obliger, bien entendu, sur un air un petit peu goguenard, de lui faire remarquer cela, mon étonnement. Et elle me répond que des collègues lui ont dit ces derniers temps, quelques collègues lui ont dit ces derniers temps, qu'ils ont parfois observé de la poussière sur la rampe en question, sur plusieurs étages, que cette poussière provient peut-être d'ateliers qui jouxtent l'escalier en question, et que cette poussière est peut-être dangereuse, on ne sait pas trop. Eh bien, depuis, continue-t-elle, je ne tiens pas, c'est vrai, la rampe dans cet escalier, en tout cas. Ces deux petites histoires vécues mettent vraiment en exergue notre rapport avec une consigne de sécurité et le fait que cela ne semble pas couler de source. Et étrangement, il semble donc que savoir qu'une consigne est bonne pour soi ne suffit pas à faire adopter systématiquement cette consigne. Il semblerait. Pour mieux cerner cela, pour mieux savoir ce qui peut se passer dans notre cerveau à cet instant T lorsqu'on se trouve en situation de choix, je vous propose de remonter un petit peu le temps, d'actionner une machine à remonter le temps. Et nous sommes fin 19e siècle, qui est caractérisé donc par, nous sommes en plein air industriel, voilà. Et c'est une nouvelle ère qui génère une nouvelle organisation du travail. Et ça, c'est très important.
Et ça a deux conséquences, cette nouvelle organisation du travail. Dans un premier temps, nous sommes bien sûr sur une notion de parcellisation des tâches, ça c'est très nouveau, quoi. Et conséquemment, nous avons également, et ça c'est le fait principal, concernant ce qui nous intéresse, le sujet qui nous intéresse, il y a une délégation du pouvoir de décision dans les entreprises, avec toute une chaîne de commandement, des N+1, des N-1, etc. Et par rapport à cette délégation justement du pouvoir de décision, les acteurs économiques de ce nouveau monde se posent une question qui est vraiment cruciale pour leur porte-monnaie. Est-ce que l'on peut faire confiance à l'humain dans ses prises de décision? Par exemple, un contremaître sur une chaîne de montage chez Ford, en l'occurrence ici c'est la Ford T, est-ce qu'un contremaître saura, en cas de rupture de chaîne, s'il y a un problème sur sa chaîne de montage, est-ce qu'il saura systématiquement prendre la bonne décision pour relancer au plus vite la chaîne de montage? Et cela, bien entendu, sous une grande pression. De la même façon, est-ce que l'on peut faire confiance à un trader afin qu'il gère au mieux les portefeuilles de ses clients, et toujours, bien entendu, c'est le cas pour un trader, sous une grande pression également? Pour répondre à cette question cruciale, il fut décidé de convoquer les spécialistes de l'époque, à savoir des psychologues et des économistes, afin de donner leur point de vue sur la question. Rationalité par rationalité. Et ces spécialistes sont tombés d'accord sur ce que l'on pourrait appeler une modélisation de l'être humain. Je vous présente Homo economicus, qui est justement le produit de la cogitation de ces experts. Homo economicus est caractérisé par un fait principal, à savoir que, deux points, ouvrez les guillemets, dès l'instant qu'il est correctement informé, ou formé, voire formé, il prendra systématiquement la bonne décision. En fait, nous sommes là devant un être rationnel, c'est Superman, un être rationnel, doté donc de super pouvoirs de décision, et quel que soit le contexte de décision, quelle que soit la consigne, qui ne se trompe jamais. C'est sur ce paradigme qu'aujourd'hui, nous fonctionnons, que notre société fonctionne. Et plus particulièrement, c'est sur ce paradigme que nous communiquons aujourd'hui des consignes de sécurité. Si je suis bien informé et ou bien formé, j'irai systématiquement vers le comportement demandé. Et je vous propose 3 exemples justement de communication qui s'appuient sur ce paradigme bien informé, j'irai vers le comportement demandé. Ici, on a un exemple de communication interne via une affichette qui a pour but d'inciter les salariés à tenir la main courante, la rampe, dans un escalier. On a un visuel qui est vraiment impactant. En tant qu'ancien directeur de création, mon équipe m'aurait proposé cela, j'aurais été assez étonné. On a ici une mise en scène assez impactante. On a remplacé les montants de la rampe en question par des béquilles, pour m'alerter sur le fait que je me trouve dans un contexte dangereux et qu'il vaudrait mieux que je tienne la rampe d'escalier. Deuxième exemple de communication d'entreprise, pour inciter à suivre une consigne. Cette fois-ci, la consigne, c'est porter ses lunettes EPI. Et là, on a les créas qui ont actionné, en fin de compte, le levier de l'humour. Tu es peut-être stylé, mais tu n'es pas en sécurité. Troisième et dernier exemple de communication de consigne, nous sommes ici pour aider à mettre sa ceinture lorsqu'on utilise un engin genre de type Fenwick, avec une mise en scène graphique qui est assez minimaliste et qui est également impactante. Une fois de plus, en tant que directeur de création, je me serais senti à l'aise de proposer aux clients ce type de créa, et je me dirais, j'aurais facilement parié sur le fait que ces annonces généreraient un changement de comportement. Là, en fin de compte, j'ai envie de dire game over, car cela apparemment ne suffit pas à changer les comportements de façon efficace, à savoir que les irritants que nous connaissons, que ce soit en sécurité, en qualité, etc., ces irritants sont toujours présents, sont toujours sur la table, il y a toujours encore trop d'accidents ou trop de presque accidents. Mais ces campagnes de sensibilisation, elles ont un but, elles ne sont pas du tout inutiles, elles sont très importantes. Leur rôle, in fine, c'est de créer l'intention.
créer l'intention. Et en règle générale, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, en règle générale, face à une consigne quelle qu'elle soit, l'être humain nourrit en règle générale d'extrêmement bonnes intentions. Par exemple, aujourd'hui, nous savons tous qu'éteindre la lumière en quittant une pièce, ce n'est pas bien. Mais il semblerait que nous peinons à transformer cette bonne intention de départ en action vertueuse. En définitive, savoir ne serait pas forcément faire. Les sciences comportementales nous éclairent justement à ce sujet. Nous sommes maintenant en 1950 et dans ces années-là, au tout début de 1950, excusez-moi, apparaît principalement aux États-Unis un nouveau courant de pensée qui réunit tout un aéropage de psychologues, de sociologues, de neurologues, d'économistes, bien entendu également. Cet aéropage de spécialistes s'est intéressé très tôt de très près à Homo economicus et à l'hypothèse de sa rationalité. Alors c'est vrai, ils ont peut-être eu la puce à l'oreille en se souvenant d'un fameux krach boursier en 1929. Ça a dû les titiller, cela. Et ils ont décidé donc, pour checker si Homo economicus était un modèle valable ou pas, ils ont décidé de mener toute une série d'expérimentations, que ce soit in situ ou en laboratoire, en mettant à chaque fois un être humain ou des êtres humains en situation de choix face à plein de consignes différentes. Et ils ont ainsi agrégé tout un corpus d'expérimentation. Ce corpus d'expérimentation, mené donc par ce qu'on appelle la behavioral economics, l'économie comportementale, nous apporte dans un premier temps deux mauvaises nouvelles. Je suis vraiment désolé, deux mauvaises nouvelles. Première mauvaise nouvelle, face à une consigne, l'être humain a la possibilité d'actionner deux systèmes différents de prise de décision. Il s'agit ici donc du système 1 ou du système 2. En situation de choix, en situation face à une consigne, j'ai le choix, je peux choisir d'appuyer soit sur le bouton système 1, soit d'appuyer sur le système 2. Le système 2, il n'aime pas réfléchir. Réfléchir, c'est pas son truc, mais vraiment pas. Le système 1, lui, il est intuitif. Il fonctionne avec son intuition. Pour décider, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis mentaux, des habitudes, l'habitude de certaines situations, des automatismes en tout cas. Ce système 1, donc, il est intuitif, mais il présente un intérêt. Il est extrêmement rapide pour donner son quitus. Très, très rapide. Deuxième, le système 2, en revanche, je pense que vous me voyez venir, lui en revanche, il est réflexif, il est analytique, à savoir que dans le contexte de décision, là où l'être humain est censé décider face à un choix, eh bien en quelque sorte, il va sortir la loupe, il va sortir le microscope, il va analyser en entier toute la scène, tout le contexte où je suis censé décider. Par voie de conséquence, bien entendu, il est lent, il est beaucoup plus lent que le système 1. Et en plus, il consomme beaucoup d'énergie. Et l'être humain n'aime pas dépenser de l'énergie, n'aime pas fournir un effort. Pour mieux cerner ces notions de système 1, système 2, je vous propose un petit test. À savoir que je vais vous proposer de choisir entre deux tables basses. Vous avez décidé de changer la table basse dans votre salon et je vous propose de choisir parmi deux tables. La table 1, que vous voyez en ce moment à l'écran, et la table 2, que vous voyez apparaître à gauche, à droite, pardon. Je passe la parole à Cathy concernant les consignes de ce vote. Et sont en train d'apparaître dans la conversation deux messages. Donc, ouvrez le volet conversation. Vous avez un premier message qui s'intitule « Pour voter table 1, mettez un pouce sur ce message ». Et le deuxième message, pour voter table 2, mettez un pouce sur ce message. Donc, vous passez votre souris sur le message que vous souhaitez et vous mettez un petit pouce et on comptera les pouces. Le vote est en cours. Merci Cathy. On laisse un petit peu de temps pour ceux qui ont besoin de rejoindre la conversation. Je rappelle, vous passez votre souris sur le message pour lequel vous souhaitez voter. Apparaissent des petits émoticônes. Vous choisissez de lever un pouce.
Ça commence à se stabiliser, mais tout le monde n'a pas voté. Hein. Il y en a qui, qui ne prennent pas position. On a déjà une indication, Cathy, concernant la répartition des votes sur table 1. Oui. 8 votes pour table 1, 31 votes pour table 2. Ah, waouh, d'accord. Quelqu'un qui n'y arrive pas, bon, désolé si le petit pouce ne veut pas fonctionner. Est-ce que tout le monde a pu voter, à part pour les deux personnes qui n'ont... les quelques personnes pour qui ça ne fonctionne pas? Désolée pour vous. Je pense que la tendance est quand même assez nette. Oui, c'est table 2 hein, qui remporte le morceau, si je puis dire. C'est ça? Donc, Jean-Marc, 8 votes pour la table 1, 31 votes pour la table 2. D'accord, ok. Vous allez toutes et tous me détester, je pense. Ces deux tables sont identiques. Je répète, ces deux tables sont identiques. Strictement identiques. Vous pouvez mesurer chacun des segments sur chacune des deux tables hein, sur votre écran et vous constaterez avec moi qu'elles sont identiques. Alors, je dois vous avouer, hein, sincèrement, à chaque fois que je propose ce test, et je l'ai souvent proposé, hein, j'ai parfois même un doute, un doute vraiment. Mais elles sont strictement identiques. En fin de compte, ce que je vous ai proposé ici, hein, c'est de toucher votre système, de le toucher du doigt, si je peux dire. Alors, que s'est-il passé hein, dans votre cerveau pendant quelques secondes, à peine 2-3 secondes? Tout d'abord, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps pour répondre. Mais en règle générale, lorsque nous sommes dans notre quotidien face à une consigne, quelle qu'elle soit, on a rarement une heure pour décider. En règle générale, quand on est en situation de choix, quand on est face à un choix, il est demandé de réagir, de choisir très rapidement. Ensuite, en un millionième de seconde, hein, votre système 1 a pris la parole dans votre tête, en quelque sorte. Et il a dit, c'est pour moi, c'est tout simple, je comprends tout le truc, hein, c'est vraiment tout simple, ce truc, c'est moi qui vais décider. Ok, lui a répondu le système 2, hein, je te laisse faire, hein, pas la peine de me fatiguer. Hein, moi, je me déplace uniquement pour les cas spécifiques et sérieux où je dois cogiter. Là, apparemment, en effet, tu as raison, ça paraît simple, je te laisse la main, système 1. Et bam, erreur de jugement. Vous avez été biaisé. Et par un biais qui s'appelle le biais du cadrage. Hein, à savoir la façon dont on présente au récepteur une information. En l'occurrence, ici, la façon de présenter l'information, c'était via une illusion d'optique, tout simplement. En définitive, dans notre quotidien, aujourd'hui, et hier également, du lever au coucher, nous fonctionnons principalement, exclusivement avec nos systèmes. Heureusement d'ailleurs, hein, heureusement parce que sinon, notre cerveau serait au quotidien toujours incapable d'analyser tous les stimuli hein, qu'il reçoit. Et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux dans nos sociétés. Hein. Si notre cerveau avait à traiter tous ces stimuli, hein, il exploserait, entre guillemets, d'une part. D'autre part, nous sommes ici en présence d'une sorte de relique que nous a légué Homo sapiens hein, dans notre ADN. À savoir qu'il y a environ 200 000 ans, décider vite était synonyme de survivre. C'était vital. Être en capacité de choisir très vite était éminemment vital. Cette silhouette, par exemple, hein, qui s'approche vers moi, elle se présente à contre-jour. Ça ressemble à une technique de chasse. Ma vie est peut-être en danger. Conséquence, je réagis tout de suite. Je donne un coup de massue à cette silhouette qui s'avance vers moi. Donc, pour résumer, concernant ces deux mauvaises nouvelles que nous apportent les sciences comportementales, première mauvaise nouvelle, la plupart du temps, nous prenons nos décisions avec la partie de notre cerveau qui est la moins efficace pour traiter l'information. Quand même pas terrible, si je puis dire, dans le cadre d'un suivi de consigne, une demande de suivi de consigne. Mais ce n'est pas tout, si je puis dire. Ça ne suffisait pas. À savoir qu'en règle générale, les contextes dans lesquels nous prenons nos décisions sont perturbés par des signaux extérieurs, par des stimuli extérieurs. Et ces stimuli extérieurs peuvent nous empêcher ou freiner d'aller vers le comportement demandé. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les freins à un comportement. Les biais cognitifs. La psychologie sociale a classé ces biais cognitifs en 3 catégories distinctes. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle les biais sociaux.
Ici, il s'agit de tout ce qui concerne les interactivités, in fine, entre humains. Un exemple de biais social, le biais du messager, qui est proche du biais du spécialiste. Je suis en train de déjeuner avec mon responsable, avec mon contremaître, ou que sais-je, en tout cas avec mon responsable, et nous sommes amenés à disserter sur une nouvelle consigne de sécurité qui est demandée à l'atelier. Et j'entends mon responsable qui me donne son avis et qui me dit que cette nouvelle règle de sécurité, il n'est pas vraiment pour, qu'il la trouve stupide. Nul et non avenu. J'aurais du mal à aller vers le comportement demandé, à savoir suivre cette consigne, si mon messager, mon N+1, me donne un avis contraire. Deuxième exemple de biais social, ce qu'on appelle le biais d'inéquité, à savoir qu'on me demande dans mon entreprise de fournir un effort pour suivre une consigne, par exemple, mais qu'a fait l'entreprise pour moi? Imaginons par exemple que quelques jours auparavant, un congé m'a été refusé ou une augmentation m'a été refusée. J'aurais le sentiment de ne pas être dans un cercle gagnant-gagnant, dans un cercle d'équité, et cela va freiner ou empêcher le comportement demandé, le comportement attendu. Deuxième famille de biais cognitifs ou de freins au comportement demandé, tout ce qui concerne la motivation, à savoir les biais motivationnels. Deux exemples que je vais vous donner. Premier exemple, ce qu'on appelle le biais d'aversion à la perte. C'est un biais qui nous impacte très fréquemment, auquel l'être humain est très sensible, car l'être humain est 2 fois plus sensible à une perte qu'à un gain pour le même montant. Et donc, cette aversion à la perte peut jouer de la sorte. Je comprends cette nouvelle consigne avant de quitter mon poste, mais j'ai le sentiment, j'ai l'impression que cette nouvelle consigne va me faire perdre du temps, et que donc je risque d'être en retard à la crèche pour récupérer mes enfants, par exemple. J'ai peur donc de perdre quelque chose en suivant cette consigne. Et cela peut freiner, voire même empêcher le comportement attendu. Deuxième exemple de biais motivationnel, le statu quo. J'ai ma façon de faire depuis plus de 20 ans. Ça fonctionne très bien. Et arrive cette nouvelle consigne. Et moi, je n'ai pas envie de changer. J'ai toujours fonctionné ainsi et je veux garder cette place-là. Je n'ai pas envie de changer. Par peur du changement, en effet, je risque de ne pas aller vers le comportement demandé. Autre famille de biais cognitifs, tout ce qui est environnemental, strictement matériel. Par exemple, le biais de science. Je suis nouveau dans une entreprise, sur un site industriel par exemple. Je suis là depuis 1 mois ou 2 maximum. Je dois changer ce matin mon EPI masque ou mon EPI lunettes, par exemple. Je sais que le local à EPI est présent dans l'atelier où je me trouve, mais je ne le vois pas. Je n'ai pas une signalétique ou quelque chose qui me fait clignoter fort sous les yeux, local EPI, local EPI. Le fait de ne pas trouver ce local, de se dire je vais devoir fournir un effort pour aller le chercher, peut freiner le comportement demandé, à savoir changer mon masque, changer mon EPI masque. Deuxième exemple de biais matériel, l'aversion à l'effort. Nous sommes tous de grands feignants. Alors à ce niveau-là, tous les humains, nous sommes vraiment égaux. Un exemple, mon entreprise me demande d'utiliser un engin d'aide à la manutention, mais son utilisation est compliquée, elle n'est pas intuitive. Et je dois relire à chaque fois le mode d'emploi pour l'utiliser. Cela me demande un effort, ça brûle du sucre dans mon organisme. Je n'aime pas ça, en général, donc je vais freiner des pieds pour aller vers la consigne qui est d'utiliser, pour mon bien-être, pour mon squelette, cet engin d'aide à la manutention. Alors, récapitulons. Donc, premièrement, nous prenons nos décisions avec la partie de notre cerveau qui est la moins efficace pour prendre la bonne décision. Et, comme si ça ne suffisait pas, à nouveau, les contextes dans lesquels je suis censé prendre ma décision sont perturbés par des biais cognitifs qui peuvent freiner ou empêcher l'action demandée. On commence à s'éloigner beaucoup d'homo economicus, j'ai l'impression, à savoir qu'il semblerait là, en tout cas c'est le message envoyé par les sciences comportementales, que nous, êtres humains, nous ne sommes pas des êtres de raison, comme nous le croyons depuis plus d'un siècle, mais des êtres d'émotion. Et ça, c'est un problème dans le cadre d'un suivi de consigne, car cela nous amène à être souvent irrationnels dans nos prises de décision, même si l'on est correctement informé
ou correctement formés. En fin de compte, et ça c'est vraiment la grosse pierre qu'apportent les sciences comportementales, il ne suffit pas de savoir qu'un comportement est bon pour soi ou pour la société pour adopter systématiquement ce comportement. Savoir n'est pas forcément faire. En fin de compte, pour bien décider, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Nous avons besoin d'aide. Si nous sommes fréquemment irrationnels dans nos prises de décision, lorsqu'on se trouve dans un contexte de choix, eh bien, on devrait nous aider à prendre la bonne décision, à savoir intervenir, nous aider dans le contexte même de la prise de décision, donc sur le terrain, loin de l'information, loin de la formation, et également intervenir à l'instant T de la prise de décision. Et c'est ce que proposent justement les sciences comportementales et le nudge, avec enfin une bonne nouvelle à vous apporter. À savoir que par rapport à ces biais cognitifs qu'on vient de décrire, il existe des leviers d'aide à la prise de décision, des leviers psychosociaux qui sont aptes à contrer les biais en question et donc à amener au comportement demandé, en douceur et durablement. Imaginons une aire de service autoroute, et je me trouve sur une aire de service autoroute avec un besoin urgent, n'est-ce pas, j'ai envie d'uriner, mais, je suis très pressé, je suis en retard à un rendez-vous. Et en plus, dans la voiture, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a impacté émotivement, d'accord? Comment m'aider dans un tel contexte, pressé, préoccupé? Comment m'aider à ne pas éclabousser partout alors que j'ai la tête ailleurs? Eh bien, on peut y arriver en actionnant deux leviers. On peut actionner dans un premier temps le levier de la science. Vous voyez ici qu'on a positionné au niveau de la bombe d'évacuation de cette urinoir un petit sticker en forme de mouche. Je n'ai pas l'habitude, lorsque je me présente devant cette urinoir, de voir quelque chose qui tranche en termes coloriels. J'ai l'habitude d'être devant une surface immaculée blanche. Là, en revanche, je vais avoir quelque chose qui est saillant à mes yeux et qui va me créer une surprise en moi. Cette fameuse mouche près de la bombe d'évacuation. Le second levier qui est actionné ici, c'est le levier de l'affect, et plus particulièrement le levier du jeu. Très, très, très important, le levier du jeu. Il y a peu d'humains qui résistent à l'invitation à jouer. Et oui, Française des Jeux, etc. Et donc, en agrégeant ces deux leviers, et en les habillant de façon créative sous la forme d'une mouche, mais ça pourrait être n'importe quoi, un simple point rouge, une cage de but, etc., eh bien, on va m'amener au comportement demandé, à savoir ne pas éclabousser partout, même si je suis frappé de biais comme très pressé et préoccupé. Les deux leviers que je viens de vous citer, il en existe environ 200 dans la littérature scientifique, et ce n'est pas un ensemble fermé, on en découvre toujours année après année. Et justement, en parlant de levier, excusez-moi, la psychologie sociale a travaillé la même classification, 3 classifications pour ces leviers. Dans un premier temps, bien sûr, on retrouve des leviers sociaux, d'accord? Donc tout ce qui est d'ordre de l'interaction et qui peut aider à aller vers le comportement demandé, au suivi de consignes en l'occurrence. Premier exemple de levier social, le spécialiste. À savoir que si M. Spock me conseille de suivre une consigne, je pense que je veux lui faire confiance. Il connaît son affaire, il est très fort, M. Spock. Donc, le mettre en scène, c'est m'envoyer un stimuli pour m'aider à aller vers la consigne, vers le comportement demandé. Deuxième exemple de levier social, le levier de l'appartenance, que l'on peut également appeler « c'est moi qui l'ai fait ». Par exemple, impliquer des salariés dans la sélection de différents modèles de lunettes EPI et leur donner le choix également de la lunette qui leur plaît, va faciliter le passage à l'action, à savoir je prends une lunette EPI et j'accepte cela de façon durable. Parce que c'est moi qui ai choisi. J'ai participé au choix global et j'ai choisi in fine la paire de lunettes qui me convenait, qui flatte mon ego, etc., etc. Deuxième famille de leviers d'aide à la prise de décision, tout ce qui est de l'ordre de la motivation, donc les leviers motivationnels.
Exemple, premier levier, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de l'urinoir, tout ce qui concerne l'affect, tout ce qui va toucher au cœur, tout ce qui va générer de l'émotion. Et on peut m'aider à suivre une consigne en utilisant l'humour, par exemple, pour m'inciter. Et on va ainsi générer de l'émotion qui va m'amener au comportement demandé. Deuxième exemple de levier décisionnel qui est souvent utilisé et qu'on appelle le levier du retour d'information. On m'a demandé, par exemple, de fournir un effort en process qualité, de fournir un effort supplémentaire dans le process qualité, et j'ai besoin de savoir à quoi a servi cet effort qui m'a été demandé. J'ai besoin d'avoir un retour d'information sur l'effort qui m'a été demandé. Si ce n'est pas le cas, je risque de ne pas maintenir mon effort dans la durée. Et ce que nous cherchons avec le nudge, par rapport à une notion de suivi de consigne, bien entendu, c'est d'inscrire le comportement attendu dans la durée, surtout. C'est ce que vise le nudge. Autre catégorie de leviers, les leviers environnementaux, strictement matériels. Un exemple de cette typologie de levier, les leviers de cadrage. On l'a évoqué tout à l'heure également, à savoir la façon de présenter l'information. Si je dois sensibiliser mes salariés au port de l'EPI, je peux choisir par exemple de leur dire que c'est bon pour leur santé, pour leur vie, qu'ainsi ils vont pouvoir sauver leur vie. Je peux également leur dire que porter un EPI lorsqu'ils se trouvent sur un chantier, c'est penser à leur enfant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On a là deux façons de présenter l'information et on peut avoir une cible qui est plus sensible à la première formulation, à savoir je pense à sauver ma vie, ou on peut avoir une autre cible qui est plus sensible en termes de cadrage à penser aux enfants, de passer Noël en vie avec ses enfants par exemple. On est donc sur un levier de présentation de l'information. Autre exemple de cette typologie de levier qui peut être très puissant, c'est tout ce qui concerne les sens, le sensoriel. Il y a eu des expérimentations il y a 5-6 ans aux États-Unis sur l'utilisation d'une fragrance de citron dans les toilettes, par exemple, ou dans les salles de bain, etc. Et on s'est rendu compte que cette fragrance citron incitait les visiteurs à laisser les lieux aussi propres qu'ils l'avaient laissés. Ce qui est intéressant avec cette typologie de levier sensoriel, ça regroupe donc l'odorat, ça regroupe le toucher, etc., ou le son également, l'oreille, l'audition. Ce qui est intéressant avec cette typologie de levier, c'est que ça monte, si je puis dire, très très vite au cerveau. Pour résumer, j'aimerais vous donner quelques éléments qui constituent l'ADN du nudge. Premier élément constituant l'ADN du nudge, qui est vraiment primordial, le nudge s'adresse au système 1, à savoir ce même système intuitif qui génère des erreurs de jugement chez l'être humain. Nous allons l'utiliser comme vecteur de stimuli. En fait, le nudge, il est quand même très opportuniste, je dirais. Deuxième ADN du nudge, le nudge focalise sur les freins, peut-être un peu plus que la communication commerciale. Lorsque nous intervenons sur le terrain, pour observer ce qui se passe par rapport à une problématique comportementale donnée, nous avons besoin de déterminer tous les freins de façon exhaustive et rigoureuse qui concernent l'irritant en question. Ça va être notre carburant, notre comburant pour créer des nudges. Sans avoir une vision exhaustive de ces freins, on va avoir du mal à travailler pour ramener au comportement demandé. Troisième élément qui constitue l'ADN du nudge, eh bien, il met en scène des leviers psychologiques que nous venons de décrire assez rapidement. Et ces leviers psychologiques, il va me les transmettre à moi, récepteur, dans mon cerveau, grâce au système 1, justement, afin que ces leviers tapent directement dans mon cerveau. Je ne dois pas, lorsque je suis en process de création nudge, je suis obsédé par le fait de ne pas donner à réfléchir. Un nudge ne donne pas à réfléchir. Ce n'est pas son rôle. Il est système 1. Il ne doit pas analyser la situation. Ça, c'est une séquence qui est en amont. C'est l'information et la sensibilisation. Une fois sur le terrain, je dois utiliser le système 1 vraiment pour cette rapidité d'action qu'il permet. Quatrième élément qui constitue l'ADN du nudge, eh bien, nous sommes sur des dispositifs qui sont éminemment terrain.
Hein. Nous sommes là pour intervenir à l'instant T vraiment de la prise de décision et dans le contexte de décision. Donc des prises de parole en quelque sorte, hein, qui sont sur le terrain et qui sont, je le répète, loin de l'information et loin de la formation, lorsque je me trouve dans mon atelier, par exemple. Et enfin, cinquième et dernier élément qui constitue l'ADN du nudge, il intervient en quelque sorte dans un contexte de liberté. C'est-à-dire que face à la consigne, on me laisse une porte de sortie. À savoir que, concrètement, le nudge s'interdit, en quelque sorte, d'utiliser certaines typologies de leviers. Il s'interdit de la culpabilisation, le levier de la culpabilisation. Il s'interdit de pointer du doigt également. Ce sont des leviers qu'on utilise en communication commerciale et qui fonctionnent. Je les ai utilisés pendant 30 ans. Mais dans le cas d'un suivi de consigne, en communication non commerciale, mieux vaut éviter d'utiliser ces leviers si l'on veut asseoir le comportement demandé dans la durée. Quel process pour créer un nudge? Bien entendu, comme en communication commerciale, on part d'un brief, à savoir ici, une problématique comportementale, un irritant à traiter. Et nous avons 3 séquences principales à mettre en œuvre pour générer ensuite des aides à la prise de décision, à savoir des nudges. Tout d'abord, la première séquence qui est capitale, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, c'est l'étude terrain exploratoire. Cette étude terrain exploratoire, je le répète, elle est là pour identifier de façon exhaustive et rigoureuse l'ensemble des biais cognitifs qui concernent l'irritant en question. Et nous avons, dans le cadre de ces études exploratoires, une mini-séquence, je dirais un prérequis à remplir, qui est spécifique aux questions de sécurité et de qualité. À savoir, est-ce que la règle est robuste? Si cette règle, une règle robuste, je vous rappelle très rapidement, c'est qu'elle est comprise et acceptée par tous. Si cette règle n'est pas robuste, j'aurai un petit problème. Je vais utiliser une parabole. Je me suis blessé, j'ai une blessure au bras. Si je mets un pansement, si j'applique un pansement sur cette blessure sans avoir nettoyé les pourtours de la blessure, il y a de grandes chances que mon pansement se décolle. Pour un nudge, c'est pareil. Si le terrain en amont n'est pas propre, entre guillemets, à savoir la règle sur laquelle je dois intervenir, n'est pas robuste, je ne peux pas nudger. Il faudra d'abord s'occuper de donner de la robustesse à la règle. Donc ça, c'est la première mini-séquence dans le cadre de cette étude exploratoire terrain. Et si ce prérequis est rempli, nous aurons 3 autres petites séquences, toujours études exploratoires. À savoir, dans un premier temps, on va étudier la littérature de l'entreprise par rapport à l'irritant en question, à savoir les rapports d'accidents, de presse d'accidents, etc. Ça nous apporte souvent des renseignements très, très intéressants. Deuxième mini-séquence de l'étude exploratoire, bien entendu, je vais interroger l'humain, bien entendu, sur l'irritant en question. Quelle est sa position par rapport à cet irritant? Pour quelle raison il est passé du TTPI? Qu'est-ce qui le dérange, etc. On va mener des entretiens semi-dirigés, on va l'observer également sur place, peut-être, toute une série de techniques d'observation de l'humain pour mieux cerner ce qui le freine pour aller vers le comportement demandé. Et troisième mini-séquence de l'étude exploratoire, nous allons nous focaliser également, cette fois-ci, sur le terrain, sur ce qui est strictement matériel. On se projette déjà ici dans la création de nudge, à savoir que si on a à intervenir sur un interrupteur de lumière, pour inciter à éteindre la lumière en centre d'une pièce, par exemple, quel est, dans ce contexte précis, qui est 50 cm² de mur et d'interrupteurs, quelle est ma surface d'expression, en quelque sorte? Si je dois mettre un sticker sur le mur en question, près de l'interrupteur, de quel matériau est fait ce mur? Il n'y a rien de plus, comment dirais-je, désengageant qu'une aide à la consigne, en l'occurrence un sticker, qui se décolle. Donc, j'aurais besoin d'inspecter au mieux tous les contextes de prise de décision qui concernent l'irritant en question, qui concernent l'irritant que je dois traiter, de façon très, très matérielle. Deuxième séquence, l'identification des leviers décisionnels. Une fois que j'ai sur la table, si je puis dire, l'ensemble de mes biais cognitifs par rapport à l'irritant que je dois traiter, eh bien, je vais chercher à identifier des leviers d'aide à la prise de décision, des leviers décisionnels qui sont aptes à contrer l'effet des biais en question. Une fois que j'ai déterminé ces leviers, je vais en avoir peut-être 5 ou 6 leviers différents sous mes yeux, je vais en choisir certains que je vais agréger
pour former une mécanique d'aide à la prise de décision, une mécanique engageante en quelque sorte. Hein, ce sont mes fameux leviers de l'affect et de la science que j'ai mis en scène dans mes toilettes pour hommes. Une fois que j'aurai agrégé mes leviers et généré une mécanique d'aide à la prise de décision, eh bien, je passerai un coup de direction artistique dessus, à savoir que je vais habiller créativement ma mécanique afin qu'elle soit désirable une fois implantée sur le terrain. Troisième et dernière séquence, qui est capitale également, c'est ce qu'on appelle l'étude expérimentale. Il s'agit ici d'implanter le dispositif Nudge dans un contexte de test pour en mesurer l'efficacité et l'efficience. D'accord ? Et quand je parle d'un contexte test, il est préférable que ce contexte soit réellement de test, à savoir que je puisse scinder, diviser en deux mon contexte de prise de décision, à savoir une partie qui est de référence, une partie à laquelle je n'ai pas touché, et une seconde partie où j'ai nudgé. Si on reprend l'exemple des toilettes, si j'avais à nudger moi-même ces toilettes, je diviserais ces toilettes pour hommes qui me présentent 20 urinoirs en deux parties à peu près identiques. 10 urinoirs à gauche, qui sont mon contexte de référence, qui ne sont pas nudgés, j'ai rien fait dessus, ils sont laissés tels quels, et 10 WC pour hommes à droite, sur lesquels je suis intervenu, que j'ai nudgé avec ma fameuse mouche. Au bout d'un mois, je reviens dans mon contexte, je reviens sur scène et je suis en mesure de mesurer le delta entre mon contexte de référence et mon contexte sur lequel j'ai porté une action, à savoir le contexte sur lequel j'ai nudgé. À partir de là, deux possibilités. Le gap généré par l'action d'aide à la prise de décision est suffisant. Donc, on étend le dispositif à l'ensemble d'une entreprise, par exemple. Deuxième possibilité, bien entendu, eh bien, on n'est pas tout à fait content du gap généré et on se donne la possibilité de retourner sur le terrain afin d'optimiser le dispositif en question. Je vous propose des nudges maintenant, de regarder quelques images donc de dispositifs nudge qui ont été créés, en l'occurrence par NudgeMe, par notre agence. Premier exemple de dispositif nudge que nous aimons beaucoup, car il s'agissait ici de détourner une sorte de technologie en quelque sorte. Nous sommes ici pour aider donc, avec un dispositif, pour aider à ne pas glisser sur un sol mouillé, donc éviter ce qu'on appelle les chutes de plein pied. Qui font rigoler pas mal d'entreprises, mais qui font moins rigoler la sécurité sociale si mes souvenirs sont bons. Et donc, nous avons utilisé un principe de pochoir. Nous avons créé un pochoir d'une silhouette, vous voyez à l'écran, d'une silhouette qui fait mine de tomber. Et ce pochoir, nous l'avons créé avec un liquide, un spray hydrophobe, qui refuse l'eau, entre guillemets, hydrophobe. Ce qui fait que ce dessin effectué au pochoir, quand le sol est sec, on ne voit rien, mais strictement rien. En revanche, le nudge opportuniste, en revanche, dès que le sol est mouillé, apparaît cette silhouette en contraste avec le sol mouillé. Deuxième exemple de dispositif nudge qui concerne le port des EPI. Comment faire en sorte comment faire en sorte d'inciter plus quand on rentre dans un atelier à porter l'EPI, alors qu'on ne voit plus vraiment les petits stickers à poser sur les portes que l'on retrouve en règle générale dans les entreprises ou les sites industriels. Ce que l'on peut faire, afin de frapper l'affect et de créer plus de science, c'est de projeter cette EPI, ou ces EPI, on peut en projeter plusieurs, au sol, juste au moment où j'ouvre la porte, un détecteur de présence qui va enclencher cette projection au sol juste sous mes yeux et à mes pieds, si je puis dire. On peut même créer une animation de cette image projetée, et cela appuyé par un petit signal sonore. Autre exemple de dispositif nudge, nous sommes ici à l'intérieur d'un site industriel, et il s'agissait de pacifier en quelque sorte les relations entre automobilistes et piétons. Comment faire en sorte que cela arrive alors que plus personne ne voit ces fameuses bandes blanches. Notre cerveau les a tellement imprimées qu'on ne les voit quasiment plus. Eh bien, on va actionner le levier de la science dans un premier temps. On n'a pas l'habitude de voir quelque chose d'autre posé sur ces fameuses bandes blanches. En l'occurrence ici, une famille de petits canards. Mais on va également actionner le levier de l'affect.
Je veux dire par là que ce n'est pas pour rien que j'ai demandé à mon directeur artistique de faire en sorte que le petit canard du milieu me regarde, moi, automobiliste, droit dans les yeux. Donc, dans un premier temps, moi, automobiliste, à l'abord de ce passage piéton, quelque chose de spécial qui se passe. Il y a une saillance, il y a un truc qui est bizarre sur ce passage piéton. Et en plus, ce petit canard est en train de m'implorer en quelque sorte en me regardant droit dans les yeux. Autre exemple de dispositif nudge, et nous sommes ici plus sur un process de qualité. Nous sommes sur une ligne de montage chez un industriel, et vous voyez à l'écran l'indicateur de production, d'accord, avec 3 items qui permettent aux opératrices de suivre la cadence optimale. En l'occurrence ici, le problème avec cet indicateur, c'est que les opératrices ne suivaient pas justement cette cadence de production optimale, avec comme conséquence de créer des bouchons sur la ligne de production. Et nous sommes ici, avec cet indicateur de production, tel qu'il existait avant qu'on intervienne, sur un dispositif qui demande à l'être humain d'enclencher son système de réfléchir, de chercher l'information. Où sont vraiment mes indicateurs? On ne peut pas dire. C'est moi qui les ai fait clignoter, là, en l'occurrence. Sinon, dans la vraie vie, sur cet écran, ça ne clignote pas. Je ne vois pas l'information de façon système immédiatement. Donc, comment rendre ce dispositif plus système 1, plus intuitif? Eh bien, nous avons transformé Mireille Bouquet, en l'occurrence, qui est opératrice, nous l'avons transformée en capitaine d'un bateau. Mireille, c'est le bateau. Quand sa cadence est correcte, le bateau avance normalement de gauche à droite, il vogue sans aucun souci de gauche à droite. En revanche, quand la cadence générée par Mireille, bien entendu, n'est pas OK, n'est pas correcte, elle va trop vite ou même elle va trop lentement, j'ai une écluse qui apparaît au milieu de l'écran. Et le rôle de Michel, ce qui est demandé à Mireille à ce moment-là, c'est de ralentir ou accélérer sa cadence pour faire monter ou descendre le niveau d'eau qui est à droite de l'écluse et ainsi libérer son navire. Nous sommes sur une gamification, c'est du nudge. Nous sommes sur une gamification de l'écran de contrôle de la ligne de production. Et on peut en profiter même pour toucher de l'information. Lorsque Mireille prend son poste et allume son écran de contrôle, on va lui dire bonjour. Salut Mireille, la forme, par exemple. Et on peut même mettre en scène un petit jeu pour gagner de l'argent, entre guillemets, et mener un petit challenge entre équipes, et au profit d'une association caritative, par exemple. Dernier exemple de dispositif nudge, comment, on l'a évoqué à plusieurs reprises, comment aider des salariés ou des visiteurs à tenir la main courante sur une rampe d'escalier. En règle générale, sur une rampe d'escalier, on ne voit rien d'écrit. C'est une surface de couleur unie qui souvent se confond avec le contexte coloriel de l'espace de l'escalier. Je ne vois rien de saillant, en règle générale, sur une rampe d'escalier. Et ici, on a proposé de raconter une histoire, justement, sur la rampe en question. Avec un claim très court, très système 1, on ne me demande pas à réfléchir, on me dit « attrapez-moi ». Et on m'invite à attraper une petite tortue, ici, on illustre une fable, une petite tortue, tout le long de la rampe, et ce, sur tous les étages. Et donc ainsi, on va m'inciter à attraper, non pas la tortue bien entendu, mais à attraper la rampe. Pour résumer, pour conclure, dans un contexte de choix face à une consigne, j'ai quand même le sentiment, j'espère que vous en êtes convaincus aujourd'hui, que laisser l'être humain seul avec son cerveau pour décider n'est pas franchement une bonne idée, car savoir n'est pas forcément faire. Une fois sur le terrain, loin de l'information, de la formation, nous sommes fréquemment irrationnels dans nos choix. Et nous avons donc besoin d'aide pour transformer cette bonne intention que nous avons en général en action vertueuse. Et c'est ce que proposent les sciences comportementales et plus précisément le nudge, à savoir prendre en considération ce qu'on appelle le facteur humain. Pour finir, j'aimerais bien vous proposer 3 livres, 3 ouvrages très intéressants à lire qui concernent les sciences comportementales et le nudge. Dans un premier temps, c'est un peu la Bible des nudgers, Nudge de Taylor et Sunstein. Nous sommes ici sur un prix Nobel d'économie en 2007 et c'est un bouquin qui prend source, qui s'inspire de tout le corpus des sciences comportementales, de l'économie comportementale dont je vous parlais tout à l'heure.
Le deuxième livre que je vous conseille de lire, qui est signé par Daniel Ariely, qui est un des piliers justement de l'économie comportementale, c'est vraiment moi qui décide. Un bouquin pas très épais et passionnant. Troisième livre que je vous conseille de lire, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Là, nous sommes aux prémices du nudge, je dirais. Et c'est très intéressant à lire. Nous sommes sur des techniques comme la technique du pied dans la porte, qui ont initié ensuite un petit peu le nudge. Et ce bouquin a été signé par Robert Vincent Joula. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup Jean-Marc, c'était passionnant et très riche et il y a déjà des questions. N'hésitez pas à continuer à les mettre dans la conversation, on va les traiter au fur et à mesure. Premières questions qui sont apparues, peut-être c'était en lien avec les biais et les leviers. Par exemple, sur la question du biais motivationnel et l'aversion à la perte, Pauline demandait, est-ce qu'il y a des moyens pour mieux faire percevoir le gain plutôt, d'abord faire percevoir le gain plutôt que la personne ne voit que la perte. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner cette aversion à la perte pour d'abord montrer le gain potentiel à la fin? Oui, tout à fait. Ça enclenche un levier qui s'appelle « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Et il y a des moyens. Bien souvent, quand on parle de levier et de biais, c'est un petit peu comme le bien et le mal. Il y a un effet miroir, à savoir par exemple le levier de la science. De la façon que j'utilise, ça peut être un biais. J'ai rendu quelque chose qui n'est pas visible dans le contexte de décision, mais ça peut également être un levier. J'ai rendu visible quelque chose dans mon contexte de décision. Et pour cet aspect financier économique, c'est la même chose. On a en levier, qu'est-ce que j'y gagne? Aller vers le comportement demandé. Merci. Sur l'aspect toujours biais et levier, il y avait Élodie qui demandait peut-être un exemple de levier basé sur l'affect, l'émotion, l'humour. Alors, on a vu les petits canards, ça, on est en plein sur l'affect. D'autres exemples peut-être liés à l'émotion, d'autres types d'émotions qu'on peut utiliser? Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. Là, nous sommes sur ce qui devrait être un nudge, d'accord? À savoir un stimulus, ici, qui devrait me faire changer de comportement, m'inciter à ne pas fumer, d'accord? On voit un nouveau-né, mais ça pourrait être moi, moi sur un lit d'hôpital, perclus de perfusion avec un masque respiratoire sur les yeux. Dans ce cas précis, on est sur un sludge, en effet, mais on voit la puissance que génère l'émotion chez l'être humain. Et cela peut aller dans le mauvais sens, en l'occurrence ici. J'aurais du mal à me mettre dans cette situation, mais on peut l'utiliser de façon positive également. Est-ce qu'on peut utiliser toute la gamme d'émotions ou il y en a certaines qui marchent moins bien ou qui sont déconseillées? Non, je ne vois pas, là, très franchement. Quand on parle d'émotion, c'est un terme global. Donc, c'est me rappeler un souvenir, par exemple, me rappeler un bon souvenir, ce genre de choses. Mais c'est tout ce qui concerne, tout ce qui va toucher mon cœur, tout ce qui va m'émouvoir. C'est difficile de donner toutes les situations, là, mais... Toujours sur la question des biais et des leviers, une question qui était, est-ce qu'il faut choisir un levier et n'utiliser qu'un seul levier ou est-ce qu'il est possible finalement dans un seul nudge de croiser plusieurs leviers? Je ne connais pas, en 7 ans de travail sur le nudge, je ne connais pas de nudge, d'aide à la prise de décision, qui s'appuie sur un seul levier. Je n'en vois pas. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure de la mouche dans les urinoirs pour hommes, qui est l'exemple de nudge le plus connu au monde, je le considère comme un nudge dur, à savoir qu'il passe quasiment sous les radars de la conscience, pas de l'inconscience. Et pourtant, ce nudge extrêmement dur et minimaliste, il est constitué par 2 leviers. Je ne vois pas de nudge avec un seul levier, pour être honnête. Donc, c'est pas gênant de se dire j'en croise un, deux, c'est au contraire plus efficace. Ah, mais c'est surtout beaucoup plus efficace, bien entendu. Bien entendu. Un dispositif nudge qui met en scène, qui actionne 5 ou 6 leviers décisionnels différents, j'irai en confiance. Je serai confiant pour être concernant son efficience. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Léla qui demande
Est-ce qu'un nudge est efficace s'il se voit ou au contraire, il faudrait pas que ça se voit, que ça soit… Sinon, on peut avoir le sentiment d'être manipulé. Il y a plusieurs questions sur cette question de la manipulation, mais déjà, Leïla, est-ce que c'est gênant si on voit le truc, finalement? Non, non, pas du tout. On est même amené parfois à proposer à des clients d'annoncer le fait qu'on va les nudger, d'annoncer aux salariés dans une entreprise qu'il va se passer un truc un peu étonnant et souvent rigolo quand même dans leur entreprise. Et leur expliquer pourquoi on va leur proposer ça dans leur entreprise. Et donc leur expliquer le mode de fonctionnement du cerveau humain, etc., etc. Ça n'obère absolument pas l'efficacité, voire l'efficience du dispositif. Premièrement. Deuxièmement, pour revenir sur cette notion de manipulation, j'ai quand même l'impression que ce débat sur la manipulation, il est de courte durée, non? On peut en discuter juste 2 minutes à la limite, mais vraiment à la limite. Je suis en train de nous manipuler. Vous êtes en train de me manipuler. Nous sommes des êtres d'interaction, nous les humains. Nous sommes constamment en manipulation de nous-mêmes ou d'autrui. Donc, à mon sens, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et pour d'autant plus, excusez-moi, surtout en communication non commerciale, à savoir en communication d'intérêt général, là, on est en droit quand même de m'inciter à mettre ma ceinture de sécurité, etc. Ça pose moins de problématiques en termes d'éthique. Logiquement, c'est pour mon bien quand même. Logiquement. Une question aussi sur plusieurs questions, Carolina, Roanne, sur l'efficacité sur le long terme du nudge, avec la crainte qu'au bout d'un moment, on s'habitue au petit canard ou je ne sais quoi, et qu'il faut renouveler, changer, ou est-ce qu'au contraire, si l'expérience initiale du nudge est forte, ça change durablement un comportement? Très bonne question. Un nudge, c'est de la communication. On est bien d'accord? C'est communiquer différemment, à savoir communiquer sur le terrain, au plus proche du déclenchement de l'action demandée, etc. Mais ça reste de la communication. Donc, ça obéit aux mêmes règles que la communication commerciale, par exemple. Et donc, ça peut s'user, bien sûr. Alors, à date, on manque de recul. On manque de recul pour dire tel dispositif, par exemple la mouche, c'est telle durée de vie. D'accord? On manque de recul. En revanche, on sait qu'il y a forcément de l'usure. Ça, on va le mesurer sur le terrain. On va le mesurer. D'accord? Et il y a plein de solutions après. On va garder, si on observe un phénomène d'usure, ce qui ne serait pas étonnant, on va garder, a priori, aucun besoin de changer les leviers. Ce ne sont pas les leviers qui sont en cause. C'est l'habillage des leviers. Donc, si je reprends ma mouche, eh bien, on va changer la direction artistique. On va mettre autre chose qu'une mouche. Et on va créer à nouveau la surprise. Ceci dit, quand je m'appuie pour ma démonstration sur l'exemple de la mouche, je suis prêt à parier que cette mouche, c'est un œuf dur, que cette mouche, sa durée de vie, elle est quasiment infinie. J'en ai l'impression. J'en ai l'impression qu'elle m'incitera toujours à minima à jouer. J'en ai bien peur. D'accord. Roanne aussi qui demande si les leviers, les biais, les leviers sont impactés par le bagage culturel, éducationnel des personnes. Et donc, est-ce qu'il faudrait, suivant les personnes à qui on s'adresse, réfléchir différemment, ou les leviers et les biais sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit notre culture? Ce serait génial, ça. Ça nous aiderait beaucoup, nous, nudgers. Ben non, bien sûr que non. Non, non, on ne réagit pas tous de la même façon devant une couleur blanche, par exemple. Il n'y a pas les mêmes signifiants selon les cultures, etc. Et même dans une entreprise où on nous demande d'agir sur un ou des irritants, on va peut-être dégager plusieurs personas. Oui. Persona, peut-être expliquer pour l'ensemble des… Plusieurs profils d'individus qui ont leur propre, comment dirais-je, leur propre raison de ne pas suivre une consigne. Mais, ceci dit, ça va être difficile de nudger plusieurs typologies de population dans une entreprise. En revanche, on ne pourra jamais atteindre une efficience ou une efficacité à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Donc, à un moment donné, si on a plusieurs personas, plusieurs profils types, par rapport à un irritant donné, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix. Une réaction aussi, c'était peut-être en lien avec les canards sur le passage piéton. C'était Elodie qui ne se voyait pas proposer ça à son entreprise, qui trouvait que ce n'était pas du tout dans le style, la culture de management de son entreprise.
Que répondre à Elodie pour finalement lui proposer de s'engager quand même? Il y a un lien avec la question précédente et ma réponse. Lorsqu'on installe un nudge dans une entreprise, un des prérequis ou une des attentions que l'on porte sur la problématique, c'est la culture en effet de l'entreprise. Et l'habillage de nos dispositifs doivent être en corrélation avec cette culture-là. Je veux dire par là que à levier égaux, une start-up et une entreprise comme Orange, par exemple, avec une population d'employés, la quarantaine, etc. Nous aurons les mêmes leviers par rapport à un irritant commun, les mêmes leviers. En revanche, on va les habiller différemment pour être en accointance avec leur culture, pour être en accointance donc avec des gamins de 25 ans ou être en accointance avec des adultes de 40 ans. L'habillage de ces leviers sera très différent. D'accord. Mais c'est vrai, lorsqu'on est en séquence de création de nudge pour une entreprise, c'est un critère qu'on doit toujours avoir en tête, être en accointance d'un point de vue graphique, de couleur de signaux qu'on envoie, hein, d'être en accointance avec notre cible, bien entendu, bien entendu. Je partage le commentaire de Laetitia qui dit que les nudges doivent avoir une approche humaine, respecter les autres, pouvoir se mettre à leur place, pouvoir les comprendre. Et donc, pour elle, ce n'est pas une manipulation, mais une capacité à se mettre à la place des collaborateurs pour leur faire accepter les choses. Donc, voilà, je partageais ce commentaire de Laetitia. Et j'aime bien, oui. J'aime bien cette définition. D'autres questions aussi. On est encore dans des questions un peu techniques. Peut-être que d'autres questions émergeront, qui seront plus larges. Pauline revient sur l'aversion à la perte, le biais d'aversion à la perte. Ça a l'air d'être une difficulté récurrente peut-être pour elle. La réponse qui a été donnée est claire, mais elle appelle une autre question pour Pauline. Comment ouvrir l'esprit, l'écoute de l'interlocuteur pour qu'il envisage le gain? Parce que trop souvent, elle a l'impression qu'elle n'arrive pas du tout à atteindre l'étape où la personne peut envisager le gain. C'est abstrait pour moi. J'aurais besoin d'un exemple précis. C'est abstrait. J'ai du mal à répondre. Désolé, mais là, c'est trop abstrait pour moi. Alors, moi, en lisant, c'est assez long la question de Pauline, et c'est peut-être l'impression, c'est que ce que Pauline essaye, c'est de continuer d'essayer d'aller dans le rationnel. C'est peut-être ça la différence. Elle essaye de convaincre. Et c'est pas du nudge. Donc, forcément, ça ne convainc pas. Donc, c'est plutôt de comment faire pour parler gain quand on n'est pas dans le rationnel. Est-ce qu'il y a un exemple que vous pourriez citer, peut-être pour aider Pauline à visualiser? Au débeauté comme ça, je ne l'ai pas. Mais je peux lui en envoyer un. Là, je ne l'ai pas tout de suite, pour être franc. Je ne l'ai pas là tout de suite. D'accord. Peut-être le temps. Une autre question, plus généralement, comment identifier les leviers de motivation chez chacun, sachant qu'ils sont différents suivant chaque personne? Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Comment identifier les leviers de motivation de chacun pour nudger efficacement en ciblant notre profil, notre persona? Et ce sont les biais qui vont me diriger là-dessus. Ce ne sont pas les leviers. Là, j'ai l'impression que le participant l'a joué un peu à l'envers en termes de process de création de nudge. Alors, remettez ça dans le bon sens. Le point de départ, quand je vais créer des nudges, c'est d'avoir sur ma table et sous mes yeux, par rapport à un irritant donné, l'ensemble des freins, tous les biais. C'est ça, mon fil directeur, il est là. Et je suis bordé, hein, je suis très bordé, je ne peux pas m'en éloigner. Ce sont mes biais, mes freins. Et donc, je vais sortir ma panoplie, ma boîte à outils de levier, et je vais en quelque sorte matcher un levier contre un biais et voir ce que ça donne. Mais je suis bien cadré par mes biais qui ont été. Et c'est pour ça qu'il est très important de les identifier par rapport à un irritant de façon exhaustive, pour ne pas passer à côté de quelque chose, d'une possibilité. Une autre question. Je voulais revenir à cette histoire. Je suis perturbé, je suis biaisé en quelque sorte par cette histoire d'économie, de biais économique ou de levier économique. Alors, je ne sais pas si cet exemple peut répondre à la question de la participante, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Pauline. Pauline. Par exemple, pour m'aider, je suis en habitat collectif, en habitat vertical, d'accord? Et
j'aimerais bien réduire ma consommation d'électricité, ma consommation d'eau, d'accord? On peut m'aider à se faire en créant par exemple un challenge par appartement. Et me donner le contrôle, ça c'est très important, à savoir qu'on va équiper chaque appartement d'un petit driver, moniteur pour enclencher le chauffage. Vous savez, le petit moniteur pour régler le chauffage, d'accord? Et souvent, il y a un écran. Et on peut, dans cet écran, implanter une information, à savoir que si j'ai un peu froid, je vais monter la température dans ma pièce principale d'1 degré, au moment où j'actionne le plus pour 1 degré, ça me donne en parallèle le pourcentage d'argent en plus que je vais dépenser. Et là, on est bien sur une incitation financière. On me donne le contrôle de la situation, je mesure ma consommation, d'accord? Et quand je modifie ma consommation, eh bien, on me traduit cela en euros. En euros. Donc là, c'est tout de suite plus concret. Hein, éminemment concret. Surtout quand c'est répété plusieurs fois sur une semaine, bien entendu. Christian qui commente que le nudge peut effectivement être un système de communication innovant, mais qui peut être peut-être perturbant pour la direction d'un site. Quel levier pour impliquer les managers à utiliser ce système, qui est peut-être pas très connu et qui change vraiment de la manière assez classique de percevoir l'information, les affichages, de sensibilisation, etc. Donc, comment convaincre de basculer vers le nudge? Donc, un nudge pour les nudger, les managers, peut-être? Cathy, tu me la voles, celle-là. Oui, il faudrait les nudger, donc peut-être. Hein. Donc, comment nudger des décideurs à utiliser cette technique en les mettant dans le bain. En les mettant dans le bain, tout simplement. En les invitant à un atelier co-création nudge. Tout simplement. Et s'ils ne veulent même pas en entendre parler, avant même ça, comment... Oh, j'ai quand même l'impression, par expérience, qu'il y a peu de gens qui ne soient pas intéressés par savoir comment le cerveau humain fonctionne. Il me semble. Je crois que c'est relativement passionnant, ça, non? Il me semble. Et durant un atelier co-créa, on peut vraiment apporter la preuve par l'action, qui est accompagnée, bien entendu, de l'efficacité de la chose et du côté ludique également du process de création de nudge. En règle générale, c'est plutôt rigolo, si je puis dire. Et en règle générale, les directeurs artistiques adorent travailler sur ces problématiques. Parce qu'en termes de création, c'est un vrai boulevard. Un nudge, c'est protéiforme, ça peut être n'importe quoi. J'espère que j'ai bien fait passer ce message. Ça peut être un sticker, bien entendu, mais ça peut être une fragrance, etc. Ça peut être un meuble, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est génial. Et donc, c'est co-construit avec l'équipe de création, voilà, comme Nudge Me et les gens de l'entreprise, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, oui, oui. Ça prend combien de temps? Est-ce qu'on peut donner une moyenne pour donner des exemples concrets un petit peu aux participants? Tout dépend du nombre d'héritants qu'on met sur la table. Et pour un? Et tout dépend du livrable aussi. Est-ce que l'on veut juste sensibiliser, informer sur la technique, ou est-ce qu'on veut un livrable concret en fin d'atelier, à savoir des solutions imaginées par les participants, donc, mais à installer vite dans l'entreprise. Tout dépend de cela, quoi. Donc, ça peut aller d'une demi-journée à une journée, voire 2 jours. D'accord. Plus globalement, moi, ça m'incite cette question personnelle. Finalement, comment expliquer que ce ne soit pas plus utilisé, puisque ça a l'air très efficace, ça a l'air de s'adresser à notre cerveau, un système 1 réactif et qui ne réfléchit pas trop. Donc, pourquoi ce n'est pas plus utilisé? C'est assez surprenant. Vous ne voyez pas un biais qui pourrait jouer? Je laisse l'annoncer à tous. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un biais de statu quo peut-être, non? Un biais de statu quo, d'une part, les agences commerciales, les agences de communication commerciale, pardon, apparemment, elles n'ont pas encore pris la conscience de cela, mais parce qu'elles sont dans leur quotidien, je ne sais pas, dans leur process, d'une part. D'autre part, c'est pas tant le nudge qui est une nouveauté. C'est pas vraiment le nudge qui est une nouveauté. Tous ces leviers, je les ai utilisés quand j'étais créatif en agence de communication, je les ai tous utilisés. Je ne savais pas forcément comment ils fonctionnaient dans le cerveau humain, ça c'est vrai, mais tous je les ai utilisés, et mes petits copains créatifs aussi. La nouveauté, elle n'est pas dans ces leviers que nous apporte Taylor et Sunstein, à mon sens, hein. Elle est dans la typologie, une nouvelle typologie de budget qui frappe aux portes des agences. J'en veux pour preuve que économiser l'eau, tout le monde s'en moquait il y a encore 10 ans.
On m'a jamais briefé lorsque j'étais en agence de publicité sur ce type de problématique de développement durable, de sécurité, etc. C'est nouveau, ça. La vraie nouveauté, elle est là. Et donc, ça nous frappe, ça nous tape cela depuis 1 an. Non, j'ai une bêtise, autant pour moi. Depuis 4-5 ans, j'ai l'impression, ça prend. Mais ça va être lent, ça va être lent. On en est vraiment au début, là. Vraiment. Une question peut-être un peu provocante de Roanne. Existe-t-il des nudges qui stimulent l'usage du système 2? Ah, elle est bonne, celle-là. Oui, A-t-on besoin de stimuler notre Alors, système je 2? vais avoir du mal à vous les créer en live. En revanche, je me vois très bien travailler sur une mécanique qui aide en management à utiliser son système 2 quand il le faut. Ça, je le vois bien. Mais là, maintenant, à froid comme ça, je vais avoir du mal à détailler la chose. Mais c'est un sujet que je sens bien. C'est un sujet que je sens bien, mais en management. En tout cas, c'est le premier exemple d'application qui me vient en tête. C'est vrai il y a des sujets de management qui consistent justement à sortir d'un mode trop réactif et automatisé pour aller vers un mode de réflexion plus important pour percevoir. Oui, exactement. C'est l'anti-nudge. Oui. Okay. C'est plus compliqué que ça, Cathy. En même temps, c'est plus compliqué que ça parce que on peut également réagir face à une consigne de façon positive en étant sur système 2. C'est un peu compliqué. Là, j'ai un peu schématisé les choses, voilà. Mais c'est un peu plus complexe. Il reste encore quelques minutes pour des dernières questions, si certains veulent l'annoncer. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont demandé où trouver la liste des biais, des leviers, la boîte à outils, etc. Donc, j'imagine que c'est surtout les 3 livres que vous avez affichés. Alors, c'est surtout Nudge de Taylor et Sunstein qui détaille les biais, en s'inspirant bien sûr de l'économie comportementale et de son corpus, et surtout les leviers, parce que la proposition de Taylor et Sunstein, là où il pense avoir inventé quelque chose, c'est qu'il nous apporte ces fameux leviers, comme étant une grande découverte. Donc, pour les redécouvrir, à mon sens, c'est le bouquin Nudge de Taylor et Sunstein qu'il faut lire. D'accord. On enverra le lien vers la vidéo enregistrée à tous les participants et on mettra dans ce mail les références, les 3 références citées que vous avez proposées. Je vérifie les derniers messages. Ah oui, une dernière question sur toujours le point de départ du nudge qui est d'analyser in situ un irritant. Et vous avez beaucoup insisté, Jean-Marc, sur la question que ça ne peut fonctionner que si, au départ, il y a quand même une règle robuste. Oui. Et plusieurs personnes ont posé des questions pour essayer d'avoir un éclairage sur cette notion de robustesse de la règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se mesure? Qu'est-ce que c'est plus concrètement de se dire je démarre un nudge que si j'ai une règle robuste? Aïe, parce que je ne suis pas un spécialiste sécurité. C'est une expertise dont je bénéficie grâce à quelqu'un qui m'accompagne pour cela, qui est vraiment un spécialiste de la sécurité. Et j'utilise son savoir, à savoir que lorsque nous travaillons sur des sites industriels en études terrain, nous allons tous les deux sur le terrain. Mais c'est lui qui est en lead, parce que c'est lui qui connaît cela, tout simplement. Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment détailler là-dessus. J'ai pas une culture sécurité suffisamment profonde pour détailler plus en avant qu'une règle de sécurité, une consigne, pardon, doit être solide, à savoir comprise et acceptée par tous. Donc, la définition pour vous, c'est qu'elle est comprise et acceptée quand même. Ça, c'est le minimum pour pouvoir démarrer et travailler un nudge. Honnêtement, je crois qu'il y a 2 ou 3 autres faits, items à respecter. Ouais, ça ne résume pas la notion de robustesse de la règle. Ouais. Et pour moi, ce sont les principaux. Ça me paraît plus logique. Cette règle, elle doit m'appartenir. Je dois la faire mienne, entre guillemets. Et si je ne la comprends pas, ça va être très compliqué. Si je la trouve injuste, ça va être très compliqué. Oui, on a vu cette question de l'inéquité, etc. Et nous ne pourrons pas intervenir à ce sujet. Attention. Oui. C'est aux référents sécurité, etc., aux managers de remettre les choses d'équerre, tout simplement, de redonner du sens à la consigne. Donc, peut-être la définition qu'on retient, que Claire de Mazière aussi a mis dans la conversation, c'est que cette règle doit être connue et applicable. Ça, c'est le point de départ minimaliste. Acceptée. Et acceptée. Comprise et acceptée. D'accord. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il reste 1 ou 2 dernières questions avant de conclure? Je vérifie ce qui s'affiche dans la conversation. J'ai l'impression que les éclairages et les précisions ont été utiles à tous.
Claire, je te passe peut-être la main pour la conclusion. Oui, merci. Merci Jean-Marc. Je vous remercie vraiment à titre personnel parce que je trouve que c'est un sujet passionnant qui adresse vraiment nos 3 thématiques d'enseignement à l'ESCES. Vous avez pris des exemples en qualité, en sécurité, en santé au travail, en environnement aussi, sur les économies d'énergie, les déchets, etc. Donc vraiment merci pour cette ouverture. Nos étudiants et nos alumni, je pense, étaient déjà sensibilisés à l'importance du développement des neurosciences, puisque dans leur parcours, ils ont eu tous la chance, le grand bénéfice d'avoir ce type d'ouverture. Mais là, je pense que vous nous donnez vraiment beaucoup d'opportunités pour et que tout le monde, chacun repart avec une idée d'application et en tout cas une envie d'approfondir ces thèmes. Merci pour vos questions, merci à tous les participants et puis merci à Cathy pour avoir géré l'animation des questions. Et je vois que Cathy remet dans le message le petit Padlet pour pouvoir vous localiser pour ceux qui auraient été retardataires et pour bien montrer le rayonnement de nos 3 écoles sur le territoire. Donc un grand merci Jean-Marc et bonne fin de soirée à tous. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine conférence dans quelques mois. Vous êtes sur notre liste de diffusion et vous recevrez notre future invitation. Merci à tous. Au revoir à tout le monde.